Alors la première idée, je crois, c'est de se débarrasser de l'idée de totalité. C'est-à-dire que spontanément, naturellement, au sens de langue naturelle, on a tendance évidemment à rationaliser les choses, à trouver et à chercher ou à imaginer une cohérence dans ce que nous voyons et ce que nous faisons. Alors, ça a été démonté par Bourdieu, encore lui, tiens, à propos de la biographie. Vous savez, que quelqu'un raconte sa vie, évidemment, c'est pas très original, il se donne le beau rôle. C'est-à-dire, il cache soigneusement les choses dont il n'est pas très fier, et met en valeur et ceux dont il est content. Il n'y a rien d'anormal, mais là où c'est gênant, c'est quand les gens le croient. C'est-à-dire, ne vont pas chercher derrière cela. Et c'est vrai que, spontanément, nous avons tendance à nous donner le beau rôle ou à regarder les choses de façon cohérente. C'est Sartre qui l'affirmait, et tout en le dénonçant, avec son affaire de mauvaise foi. Alors, ça, c'est donc un premier aspect, c'est-à-dire que le monde est un chaos, et il n'y a pas de totalité, et il ne faut pas établir a priori des liens entre des éléments disjoints. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de liens, mais les liens doivent être montrés chaque fois. Et on ne peut pas le poser a priori. Alors, or, c'est ce que fait en permanence ce discours économique, en disant les retraites et la croissance sont liées. D'où le propos du FMI. Deuxièmement, évidemment, s'occuper de ce que vivent les gens, tout bêtement. C'est-à-dire, en particulier, de ce qu'ils disent. Ça ne veut pas dire qu'ils disent la vérité, ils peuvent se tromper, ils peuvent mentir, ils peuvent se taire, ils peuvent, bon, bien évidemment. Mais ce qu'ils disent est tout à fait intéressant sur ceux qui vivent. Pourquoi c'est intéressant? Mais parce que tout simplement, quand quelqu'un parle, il parle en général, pas toujours, mais souvent, on s'aperçoit facilement de ceux qu'il connaît. Il parle de sa pratique. Si quelqu'un ment, il aura plus de tendance à faire des lapsus, à hésiter, à faire des pauses, et ainsi de suite. Il y a un certain nombre de signes qui indiquent qu'il ment. Et il y a tout un appareillage, pourrait-on dire, qui permet d'apprécier la qualité relative que le locuteur donne à son propos. Évidemment, un propos et une pratique ont lieu dans certains contextes. C'est-à-dire que dans un contexte, si vous voulez, c'est Marc Bloch qui le disait, quand vous allez devant les flics, qu'est-ce qu'il faut faire? Se taire. Bien évidemment, il ne faut jamais parler. Donc, quelqu'un qui va parler devant les flics, soit il est stupide, soit c'est un agent des flics. Autrement, on ne parle pas. Il sait très bien que tout accusé se défend. C'est son travail. Chacun a son rôle. Donc, si vous voulez, on peut décortiquer le contexte de chacun des propos et donc repérer la qualité des informations données par la personne. Alors, d'autant plus que le discours que nous tenons, c'est largement un discours de communication. L'exemple que je donne dans le livre est tout à fait extraordinaire. C'est Roland Barthes qui le raconte. Alors l'affaire se passe à Hurt, qui est un village où il passait ses vacances, près de Bayonne, il arrive, comme tous les matins, à l'épicerie, et il entend les gens qui disent « Ah, il pleut trop, c'est épouvantable, et il dit, les gens se plaignent toujours du temps. Et alors, il dit, oui, mais la lumière est si belle. Stupeur dans l'épicerie. Alors, qui c'est ce type? Pourquoi il dit ça? Quel sens ça a? Bon, alors, il donne une première explication. Barthes, c'est de dire, parler de la beauté de la lumière, c'est pas un discours des habitants d'Hurt. C'est-à-dire, c'est le Parisien en vacances qui peut tenir ce type de propos. C'est une appréciation de classe, pourrait-on dire. Il est riche, devant les pauvres, bon, en caricaturant, il est plus subtil que ça, Barthes, vous savez bien, en caricaturant, les pauvres n'ont pas d'avis esthétique sur la pluie.
Bon, c'est une première explication. Mais il y a une deuxième explication. Pourquoi parle-t-il du temps? Mais pour ne rien dire. Pour dire, nous n'avons rien à dire. Il ne s'est rien passé depuis hier dans le village d'intéressant, donc on ne dit rien. Et on parle, il faut bien parler, donc on parle du temps. Et donc, ce silence, enfin, ou ce discours de communication, qui est le discours normal, où on échange des mots sans s'occuper d'abord, sans prétendre dire la moindre vérité, et en second lieu, sans chercher à être cru, ni même à être entendu. C'est de la parole qui circule, c'est de l'ordinaire, comme dirait Éric Chauvier, et ça circule, mais quand quelqu'un dit autre chose, c'est à ce moment-là qu'il se passe des choses importantes. Et donc il se demande, mais pourquoi il dit que la lumière est belle? C'est qu'il y a quelque chose d'important qui s'est passé. Évidemment, le problème, c'est que Barthes, qui n'avait rien compris, il ne s'est rien passé, il a fait le malin pour rien. Enfin, c'est lui qui le raconte, donc il s'est bien aperçu, et on peut lui faire confiance. Donc, si vous voulez, en analysant ces discours ordinaires, en analysant, en regardant ce qui convient de dire dans un contexte donné, et justement en voyant que de temps en temps il y a des anomalies, que des fois les gens ne disent pas ce qu'il convient de dire, évidemment c'est révélateur d'une certaine pratique, d'une de ces expériences, d'une certaine situation. Et là on accède, on dépasse ce qu'il convient de dire pour accéder à ce que font les gens. Alors vous avez compris que ce type d'analyse, ce n'est pas de l'analyse économique. Ça se place à une échelle microscopique, qui est évidemment celle d'une enquête avec des sources de première main, qui est celle évidemment de l'anthropologue, de l'enquêteur qui s'adresse à des témoins ou à des praticiens. La question qui se pose, quel est l'intérêt de ce type d'enquête aussi réduite? Je pense que ces enquêtes de type réduite sont en fait extrêmement intéressantes. J'en ai une preuve, c'est un livre que peut-être certains connaissent, qui est un extraordinaire livre d'un autre, excusez-moi, mais bon, d'Auerbach, mais c'est des livres essentiels dont je vous parle. D'Auerbach, qui était un Allemand, un philologue allemand qui avait dû fuir le nazisme et qui s'était réfugié à Constantinople en 1940, et s'est trouvé à Constantinople sans bibliothèque. Bon, il a fait un livre, puisqu'il n'avait pas de... Alors, comment il a fait? Alors, il a étudié la représentation du réalisme dans la littérature occidentale. Comment il fait pour faire ça? Il prend 10 lignes. 10 lignes d'Homère, 10 lignes de Montaigne, 10 lignes de Balzac. Et il décortique ces 10 lignes. Alors, bon, il sait le faire, évidemment. Lisez ce livre. En lisant à partir de 10 lignes de Montaigne, vous avez l'impression de mieux connaître Montaigne que vous aviez lu les essais. Pourquoi? Mais parce que les livres sont en général gros, qu'on ne peut pas y apporter la même attention à tous les aspects, que de toute façon, lire un livre en entier, c'est pas lire un petit bout. Il y a tourné un livre d'un historien italien qui s'appelle Gainsbourg, qui est un livre célèbre qui s'appelle Le fromage et les vers. Alors qu'est-ce qu'il a fait? C'est-à-dire, l'histoire est très belle, c'est un meunier italien du XVIe siècle à peu près. Gainsbourg a retrouvé les interrogatoires de l'Inquisition, donc où le meunier, c'était un meunier, le meunier racontait ses histoires. Il retrouve les livres qu'a lu ce meunier. Mais il n'y a aucun rapport. C'est-à-dire qu'entre ce qu'il a lu et ce qu'il racontait, il n'y a rien à voir. Pourtant, il était convaincu, ce meunier, il le disait, qu'il avait trouvé dans les livres. Mais ce qu'il avait imaginé à partir des livres était bien plus intéressant qu'il y avait dans les livres, beaucoup plus originaux. Et ça, je crois, c'est un exemple formidable de la liberté du lecteur. C'est-à-dire, et quand nous lisons le livre de Gainsbourg, Les fromages et des vers, nous avons le sentiment de mieux comprendre et connaître la Renaissance et les gens de la Renaissance qu'à partir de n'importe quelle étude plus large. Bien sûr que c'était une exception, c'était un cas, mais ce cas est tellement riche, tellement précis, tellement, comment on pourrait dire,
Imaginez que nous avons le sentiment que la Renaissance ressemblait davantage au livre de Gainsbourg qu'à tous les autres livres sur la Renaissance qui ont pu être écrits. Et donc, ces analyses microscopiques permettent au lecteur d'imaginer mieux que n'importe quelle étude qui serait macroscopique en particulier, ce qui se passe à un moment donné, à un endroit donné. Et donc ce que je réclame, c'est que tout simplement que les décisions des politiques ne soient pas prises à partir des gouvernants, ne soient pas prises à partir de larges études complètement imaginaires, mais d'enquêtes tout à fait précises, au risque évidemment de se tromper, ça c'est mineur, mais c'est pas, de toute façon, c'est pas, les enquêtes soi-disant sérieuses sont encore plus fausses. Donc, ce qui me semble, c'est que ce qui est le plus important, c'est des enquêtes sérieuses, assurées, démontrables, à partir du vécu des individus, du discours des individus, sans imposer des problématiques, sans imposer des catégories. Il faut partir de ce que j'aime appeler le discours naturel, qu'on peut appeler le discours ordinaire, enfin il y a beaucoup de mots pour le dire, mais ça c'est... Et à partir de ça, des études soigneuses, méticuleuses, donnent des idées pour prendre des décisions politiques qui doivent être prises à l'échelle d'un pays pour des gens qui ont envie de les prendre, et en tout cas dont c'est la tâche. Vous voulez que sous le mot d'économie et sous la forme du discours économique, il y avait une infinité de réalités, avec des catégories qui sont complètement polysémiques, qui regroupent des choses complètement hétéroclites. Alors ça a été écrit, et ce n'est pas des idées très originales, sur le développement, par exemple. Quand on parle de développement, ce n'est pas de quoi on parle. Bon, mais on peut, toutes les catégories, le capital, c'est pas pareil. Bon, le travail, qu'est-ce que c'est? Bon, ainsi de suite. Alors ça ne veut pas dire que celui qui travaille, l'ouvrier à la chaîne, ne sait pas ce que c'est que le travail à la chaîne. Mais ce qu'il sait, c'est le travail à la chaîne. Ce n'est pas le travail comme une quantité abstraite. Et donc, il ne s'agit de s'occuper de ce qu'ils disent les gens, de comprendre ce qu'ils disent, c'est-à-dire de ne pas nécessairement les croire sur parole, mais de vérifier que ce qu'ils disent et pourquoi ils tiennent tel propos et pas tel autre. Évidemment, de se méfier comme de la peste de ces édifications idéologiques, où on décide de se disputer sur un point, et quel est l'intérêt du débat là-dessus, et c'est-à-dire, ce que je réclame, c'est de détruire tous les leurres qui nous sont posés, qui s'interposent entre nous et la réalité, en s'appuyant sur des micro-enquêtes jointes à des décisions arbitraires et morales, en disant je favorise telle personne contre d'autres, je crois qu'on obtiendrait de meilleurs résultats. Alors, il vaut mieux une enquête limitée en étant conscient de ses limites sur quelques personnes, que ce soit une enquête large qui ne repose sur rien. J'ai essayé à la fois, dans un premier temps, de poser le problème de ces leurres, et je vous ai proposé quelques solutions que je suis allé chercher, évidemment, dans l'anthropologie. On pourrait imaginer une déconstruction de tel ou tel aspect de l'économie. Le problème, c'est que je ne suis pas très compétent, moi, là-dedans. Moi, j'ai fait un essai, et je l'ai bien mis en exergue. C'est un ouvrage dans lequel l'auteur traite un sujet particulier, mais sans prétendre l'approfondir ni l'épuiser, ni enfin le traiter en forme et avec tout le détail et toute la discussion que la matière peut exiger. C'est un exergue, c'est la définition de l'essai dans l'encyclopédie de Diderot. Il y a tout un travail de gens compétents pour déconstruire les différents discours, en commençant par le discours politique, le discours économique, et ainsi de suite. Moi, je le fais, ou j'essaie de le faire avec les gens qui travaillent avec moi, sur un petit domaine qui est l'anthropologie. À partir du moment où on se place à une échelle large, les informations sont de très mauvaise qualité, et sont à peu près inutilisables. Alors, or, les économistes, que je sache, ne travaillent que sur des échelles généralement très larges. Alors, vous allez me dire,
il y a la microéconomie, mettons au niveau de l'entreprise. Bon, il y a un très beau livre, par exemple, qui s'appelle Les mots du management. Michel Fény, c'est l'auteur, a enquêté il y a une dizaine d'années à la Poste, où il travaillait, pour voir comment les cadres dirigeants de la Poste, à l'échelle de la région, auxquels il avait accès, ont géré le passage à la privatisation. Et il décortique ça, il constate ça, il ramasse des matériaux, il va assister aux réunions, il ramasse les documents, il fait des entretiens avec les gens, et à la fin, il présente le ridicule qu'est le management. Cette aberration, c'est plus ridicule que... À l'arrivée, ça fait des dégâts. La preuve, parce qu'on parle des suicides à Télécom, mais on ne parle pas des suicides à côté, parce qu'il y en a autant. On rend les gens fous. Et surtout, on enlève aux gens la fierté de leur travail. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où une échelle est large, à partir du moment où on ne les vérifie pas soi-même, où on vous donne un chiffre et vous le prenez comme ça, moi ça me hérisse, on ne peut pas travailler. J'arrête. Alors vous allez me dire, je mets par terre tous les économistes, bien évidemment. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une économie possible, mais il faut la changer radicalement. Elle me semble radicalement fausse. La chose qui me semble, l'angle d'attaque dans le domaine politique, c'est de casser l'illusion que les choix politiques sont automatiques et s'appuient sur une nécessité guidée par la réalité, en s'appuyant, ces réalités étant données par le discours économique. Donc, ce que je veux dire, c'est que la réalité, elle peut être connue que par des enquêtes microscopiques, aussi imparfaitement que ce soit-il, mais c'est toujours mieux que... Et deuxièmement, comme je l'ai dit, les choix de tout ordre ne s'imposent pas d'eux-mêmes, ils relèvent de choix moraux et ainsi de suite. Quand même, les militants politiques, en tout cas de mon temps, ils militaient par conviction. Si on regarde quel est le lieu où il est le plus difficile d'enquêter dans ce pays, c'est pas l'armée, c'est très facile à l'armée, c'est les entreprises. Si on compte le nombre de thèses d'anthropologie faites sur ces entreprises, c'est sur les doigts de deux mains. Étant donné que moi j'en ai dirigé 2. Il ne reste plus que 8 pour la France. Il y a pire. Vuitton, pour ne pas le nommer, a payé un anthropologue pour enquêter chez lui. Il a interdit à la collègue de publier ses résultats. Mais il y a une thèse qui a été publiée au PUF sur l'entreprise qui lance les fusées. Quand on regarde que y compris, on se demande comment rien n'arrive à décoller. C'est une pagaille, ce truc-là, inimaginable. C'est-à-dire, on parle de l'administration qui ne marche pas bien, et en commençant par l'université, je suis un peu un témoignage, mais ça marche infiniment mieux que les entreprises privées. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils ne veulent pas qu'on enquête dessus, pour maintenir le mythe que vous dénoncez, alors que c'est un gaspillage. Pour Ariane, il ne se passe pas les informations d'un atelier à un autre, par exemple. Les enquêtes permettent de rétablir, de casser des mythes, à condition de pouvoir les faire, ce qui n'est pas évident. Et une des raisons pour lesquelles l'anthropologie est si peu développée en France, c'est celle-là. On ne veut pas savoir ce qui se passe. On préfère envoyer des économistes, des sociologues qui feront des enquêtes par questionnaire, toutes ces escroqueries-là, plutôt que des gens qui disent ce qui se passe.